15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Et on commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi souligne que la position de l'Égypte est toujours ferme, refusant toute tentative de déplacer les Palestiniens dans un discours sur la situation à Gaza. L'Égypte poursuit l'acheminement des aides humanitaires à Gaza via le terminal de Karam Abou Salem dans le cadre du deuxième convoi qui a traversé le terminal terrestre de Rafah. Les dirigeants thaïlandais et cambodgiens entament en Malaisie des discussions en vue de mettre un terme aux affrontements meurtriers. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte a tenu depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza à faire entrer les plus grandes quantités possibles aux Palestiniens dans ce territoire à travers le point de passage de Rafah. Dans un discours à l'occasion de la situation prévalant à Gaza, le président el-Sisi a souligné que la position de l'Égypte est toujours ferme, refusant toute tentative de déplacer les Palestiniens et soutenant la solution de deux États. Le président el-Sisi a aussi souligné la nécessité de poursuivre le travail avec les partenaires qatariotes et américains afin de parvenir à mettre fin à l'agression à Gaza et acheminer les aides humanitaires aux Palestiniens dans ce territoire tout en libérant tous les otages et les détenus. Le président a d'autre part appelé la communauté internationale et le président américain Donald Trump à faire davantage d'efforts pour stopper cette agression. Le ministre des Affaires étrangères et de l'émigration, Badr Abdelghati, a affirmé l'attachement de l'Égypte à développer les ponts de dialogue avec les expatriés égyptiens. Il a noté que des préparatifs étaient en cours pour organiser la 6e édition de la conférence des Égyptiens expatriés. Prévu les 3 et 4 août, le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la communauté égyptienne à New York. Le ministre a insisté sur l'importance de la participation des expatriés égyptiens dans les prochaines élections sénatoriales en vertu de leurs droits constitutionnels. L'Égypte poursuit l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza via le terminal de Karam Abou Salem et ce dans le cadre du deuxième convoi qui a traversé le terminal terrestre de Rafah, de première cargaison d'aide humanitaire depuis le déblocage des points de passage. La veille avait été distribuée dans la bande de Gaza où la malnutrition a atteint des niveaux alarmants selon l'ONU. Pour la première fois depuis des mois, quelques 120 camions chargés d'aide internationale avait traversé hier le point de passage de Rafah qui mène vers le sud du territoire palestinien depuis l'Égypte après l'annonce par Israël d'une pause quotidienne des combats dans certains secteurs à des fins humanitaires. Le Croissant Rouge égyptien est chargé responsable des opérations de la coordination et l'équipement reçoit les aides et organise les mécanismes de leur entrée en coopération avec les parties internationales concernées afin de garantir leur acheminement aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Les taux de malnutrition dans la bande de Gaza atteignent des niveaux alarmants, a prévenu ce dimanche l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estimant que le blocage délibéré de l'aide humanitaire a coûté la vie à de nombreux habitants. L'OMS a déclaré dans un communiqué que la malnutrition suit une trajectoire dangereuse dans la bande de Gaza, marquée par un pic de décès en juillet. Les détails dans ce commentaire. L'ONU et des organisations non gouvernementales s'alarment d'une flambée de la malnutrition infantile et d'un risque de famine généralisée parmi les 2 millions d'habitants de Gaza. Sur les 74 décès liés à la malnutrition recensés dans la bande de Gaza depuis le début de l'année, 63 ont eu lieu en juillet, dont 24 enfants de moins de 5 ans, un enfant de plus de 5 ans et 38 adultes. C'est ce qu'a précisé l'OMS, Organisation mondiale de la santé,
santé. Selon ce dernier, la plupart de ces personnes ont été déclarées mortes à leur arrivée dans un établissement de soins ou sont décédées peu après, leur corps montrant des signes clairs d'amaigrissement sévère. Cette crise reste entièrement évitable. Le blocage délibéré et les retards dans l'aide alimentaire, sanitaire et humanitaire à grande échelle ont coûté de nombreuses vies, a estimé l'OMS. À Gazaville, près de 20% des enfants de moins de 5 ans sont désormais en état de malnutrition aiguë, selon l'organisation, citant ses partenaires du Global Nutrition Cluster. Et parmi les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans, l'incidence de malnutrition aiguë a triplé depuis juin, ce qui fait de Gazaville la zone la plus touchée du territoire palestinien. À Khan Younis et au centre du territoire, ces taux ont doublé au moins d'un mois. L'OMS a relevé que ces chiffres sont toutefois probablement sous-estimés en raison des graves contraintes d'accès et de sécurité empêchant de nombreuses familles d'accéder aux installations de santé. Selon l'OMS, lors des 2 premières semaines de juillet, plus de 5000 enfants de moins de 5 ans ont reçu un traitement ambulatoire pour malnutrition, dont 18% souffraient de la forme la plus menaçante, la malnutrition aiguë sévère. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que la faim ne doit jamais être utilisée comme une arme de guerre, évoquant notamment les conflits en cours à Gaza et au Soudan. M. Guterres a affirmé que les conflits continuent de propager la faim à Gaza, au Soudan et au-delà. Il a souligné en visioconférence et au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires que la faim alimente l'instabilité et compromet la paix. Lancement aujourd'hui au siège des Nations Unies de la conférence internationale sur le règlement de la cause palestinienne et la solution à 2 États coprésidée par l'Arabie saoudite et la France. La conférence intervient au moment où l'Égypte et les États-Unis et le Qatar poursuivent leur effort pour aboutir à un accord de cessez-le-feu permanent, incluant également la reconstruction de Gaza. Selon l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, la conférence offre une opportunité unique de transformer le droit international et le consensus international en un plan réaliste et de prouver la détermination de mettre fin à l'occupation et au conflit une fois pour toutes. L'Iran a annoncé qu'une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendait à Téhéran dans 2 semaines. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, a affirmé que Téhéran présenterait un rapport concernant le futur de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à la lumière d'une loi parlementaire récemment adoptée qui impose des restrictions à une telle coopération sans fournir d'autres explications. Les dirigeants thaïlandais et cambodgiens ont entamé aujourd'hui en Malaisie des discussions en vue de mettre un terme aux affrontements meurtriers qui font rage à leurs frontières depuis 5 jours. Le Premier ministre thaïlandais par intérim et son homologue cambodgien ont entamé des pourparlers sous l'égide du dirigeant malaisien Anwar Ibrahim. Les détails dans ce commentaire. Les dirigeants thaïlandais et cambodgiens ont entamé ce lundi en Malaisie des discussions en vue de mettre un terme aux affrontements meurtriers qui font rage à leurs frontières depuis 5 jours. La Thaïlande et le Cambodge continuent de s'accuser mutuellement d'entretenir les hostilités et chaque camp a remis en cause la sincérité de l'adversaire avant de s'asseoir à la table des négociations sous l'œil des États-Unis et de la Chine. Les 2 royaumes s'opposent depuis des décennies sur le tracé de leurs frontières communes définies au temps de l'Indochine française, mais rarement dans l'histoire moderne un tel épisode de violence a secoué la région. Les échanges de tirs, notamment d'artillerie, et les frappes aériennes ont fait depuis jeudi au moins 35 morts et provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes. À quelques heures de la réunion, des combats ont continué de faire rage près de temples angkoriens contesté. Le porte-parole du ministère cambodgien de la Défense a déclaré que c'est le 5e jour que la Thaïlande a envahi le territoire cambodgien avec des armes lourdes
et le déploiement de beaucoup de soldats. L'armée thaïlandaise a aussi confirmé des combats à plusieurs endroits. Le chef du gouvernement malaisien, Anwar Ibrahim, joue le rôle de médiateur, son pays occupant la présidence tournante du bloc régional de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande et le Cambodge sont membres. La réunion à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie, est aussi co-organisée par les États-Unis avec la participation de la Chine. Et sur notre page économique, les bourses mondiales évoluent en hausse aujourd'hui au lendemain de la conclusion d'un très attendu accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, établissant à 15% les droits de douane américains sur les produits européens, éliminant ainsi une part d'incertitude sur les marchés. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,87%, Francfort 0,44% et Milan 0,72%. Londres gagnait 0,25%. Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont conclu hier en Écosse un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux États-Unis seront taxés à 15%. Les Européens espèrent à ce prix éviter une escalade commerciale. La Turquie bataille toujours aujourd'hui contre 4 incendies majeurs, dont celui de Bursa, quatrième ville du pays, et vaste site industriel dans le nord-ouest. Plus de 3500 habitants ont été évacués en périphérie de Bursa, grande ville industrielle du nord-ouest du pays. Les détails dans ce compte-rendu. Plus de 850 véhicules, 6 avions et 4 hélicoptères ont été déployés en périphérie de Bursa, grande ville industrielle du nord-ouest de la Turquie où le mercure continuera de frôler les 40 degrés centigrades en journée ces prochains jours, a déclaré Ibrahim Yomaki, le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts. 2300 pompiers et secouristes ont combattu des flammes dimanche en milieu de rafales de vent pour stopper la progression de 2 incendies faisant rage depuis plus de 24 heures. Un pompier combattant les flammes est décédé des suites d'une crise cardiaque samedi soir et 3 personnes sont mortes dimanche dans l'accident d'un camion citerne utilisé pour lutter contre l'un des 2 incendies, a annoncé le gouvernorat de Bursa. Mercredi, 10 ouvriers forestiers et secouristes bénévoles avaient déjà péri, prisonniers d'un violent feu de forêt, 150 km plus à l'est. Un autre incendie dans la province rurale de Karabük, dans le nord, le plus boisé du pays, résiste depuis 5 jours aux efforts des pompiers qui ont dû évacuer plus de 1800 habitants. D'après plusieurs médias turcs, les flammes s'étendaient au début du week-end sur plusieurs dizaines de kilomètres dans cette province couverte à 72% de forêt, où le relief escarpé complique la tâche des pompiers. Face à la canicule et à la sécheresse qui frappent de larges pans du pays, les autorités ont de nouveau appelé dimanche à la vigilance, prévenant que la situation resterait critique jusqu'en octobre sur le front des incendies. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, plus de 3000 feux se sont déclarés depuis le début de l'été à travers le pays. Bon voilà, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.